à tous. Dans cette émission, nous allons parler de handicap et dresser un bilan en demi-teinte, vous allez le voir, des progrès faits en France pour faciliter la vie des personnes handicapées. Il reste encore, en effet, beaucoup à faire. Et nous allons nous pencher tout de suite sur la liberté de circulation des personnes handicapées. En 2005, la loi donnait 10 ans aux établissements recevant du public pour faire les travaux nécessaires afin d'être accessibles à tous. Ce délai est dépassé et pourtant, seuls 30% de ces établissements sont aujourd'hui aux normes. Pente trop raide ou rue pavée. C'est un vrai tape-cul, tous ces trucs-là. Au quotidien, la vie en fauteuil est un parcours du combattant. Premier test avec Franck Maille, référent accessibilité à l'Association des paralysés de France. À l'aide de son niveau, il mesure la pente qui permet d'accéder à cette mairie de la banlieue parisienne. Verdict, 13%. C'est trop, bien sûr, bien sûr. Personne ne peut monter ça. Puis elle est pas aux normes. Elle est pas aux normes, cette pente. Normalement, la norme, c'est combien? La norme, c'est 4%. Des lieux publics pas aux normes, tout comme de nombreux commerces. Direction une brasserie de la capitale avec Alain Amsalem, retraité de l'hôpital public. Bonjour madame. Bonjour. Comment je fais? Ouais, vous avez la palette? Non, j'ai mon collègue qui va vous aider. Ouais, c'est 80 kilos, hein. Une marche qui l'empêche d'accéder par lui-même au restaurant. Je veux être autonome. Est-ce qu'on vous aide à vous? Non. Bon, alors moi je veux rentrer au restaurant, je veux rentrer au cinéma, je veux rentrer partout, tout seul, sans que l'on m'aide. Au distributeur aussi, impossible pour Franck Maille de retirer sa carte ou ses billets. Ils ne ressortent pas assez, contrairement à ce que recommande la loi handicap. C'est un nouveau système pour la sécurité, pour éviter que les personnes derrière prennent la carte. Forcément, les autres personnes ne vont pas pouvoir prendre la carte, mais vous non plus. Côté transport, tout n'est pas accessible non plus, même s'il y a des progrès. À Paris, par exemple, la plupart du temps, des escaliers mènent au métro. Mais les bus, eux, sont tous équipés de palettes. Pour Alain Amsalem, pouvoir se déplacer partout est un luxe, comme ici, sa cantine. Je vous dis, je suis comme chez moi ici, là. Vraiment, les allées sont assez larges. Les allées, les toilettes, tout a été totalement refait il y a 3 ans. Ce restaurant est l'un des rares du quartier entièrement accessible aux handicapés. Mais plus de 10 ans après la loi handicap, près d'une personne sur 2 estime que son quotidien ne s'est pas amélioré. Et nous sommes maintenant avec Grégory Cuiron, une star de la cuisine. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez prouvé à la France entière dans l'émission de télévision Top Chef que votre handicap à la main ne vous empêchait pas de rivaliser avec des grands chefs. Et vous êtes aussi l'ambassadeur de l'AGFIP, une association pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est important pour vous de montrer, d'utiliser votre notoriété pour prouver que les personnes handicapées peuvent avoir des compétences à faire valoir dans le monde professionnel? Alors au départ, c'est une problématique qui m'intéressait pas, parce que j'étais pas sous les feux de la rampe. Et c'est vrai que le handicap, j'ai jamais vécu en tant que tel, étant donné que je suis né comme ça. Mais depuis, j'ai été contacté donc, par AGFIP en 2011 pour devenir leur ambassadeur. Et je me suis rendu compte que ce début de notoriété pouvait m'aider à permettre à des gens en situation de handicap d'accéder à des emplois et de s'intégrer plus facilement dans la société. Donc oui, du coup, je suis bien content de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Nous sommes 630 000 travailleurs handicapés en entreprise et c'est normal. Mais demain, on doit faire beaucoup mieux. On se souvient que le slogan du spot publicitaire de l'AGFIP auquel vous avez participé, c'est « Nous sommes ici et c'est normal ». C'est ça l'objectif ultime de intégrer les personnes en situation de handicap à l'entreprise et que leur handicap passe presque inaperçu, que ce soit normal? C'est un peu ça, c'est le droit à l'indifférence. Moi, ce qui me plairait, c'est qu'un jour, j'aille au cinéma et je vois dans le décor, derrière, des gens qui passent en fauteuil, avec des béquilles, déficients visuels, et qu'on trouve ça normal, qu'il n'y ait pas à raconter toute une histoire quant à la présence de ces personnages. J'aimerais que ce soit la même chose également à la télé, et j'aimerais que ce soit la même chose dans la rue, qu'il y ait plus d'accessibilité et que les gens peuvent vivre une vie comme tout le monde. Pour arriver à ce que les entreprises emploient plus de personnes handicapées, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous? Des meilleures conditions de travail, mais pour faire le tour des entreprises depuis 5 ans, je trouve que c'est déjà le cas. Je vois, quand j'ai commencé mon job d'ambassadeur de la GFIP,
la première chose que me disaient les gens des RH ou les chefs d'entreprise, c'est « alors nous, on fait tant de % de travailleurs en situation de handicap ». Maintenant, ce qu'ils valorisent, c'est la réussite de l'insertion. Ils me disent « ah ben nous, on a Jean-Paul avec nous, et il est comme ça, il a mené les équipes d'une main de maître, il est performant, et ça me fait plaisir comme discours ». Vous avez commenté les JO de Londres, les Jeux paralympiques de Londres en 2012. Vous allez commenter ceux de Rio. Pourquoi est-ce que vous vous impliquez là-dedans ? Moi, je veille au bon emploi des personnes en situation de handicap, mais la vie, c'est pas juste aller au boulot et se coucher le soir et basta cosy. C'est aussi avoir des activités. Et en cela, je pousse vraiment les personnes en situation de handicap à essayer de faire du sport. Ils sont pas obligés de faire les Paralympiques, hein. Juste pour le plaisir, c'est déjà pas mal. Et je trouve que l'accès à la culture, l'accès au sport sont des choses primordiales pour s'insérer dans une société. Merci beaucoup, Grégory Cuiron. C'est un plaisir. Et justement, ces athlètes qui prouvent que leur handicap ne les arrête pas, nous en avons rencontré un nageur privé de ses 4 membres et qui participe aux Jeux de Rio dans l'équipe de France paralympique. Son portrait. Une plongée dans les souvenirs de son enfance. J'avais vraiment une tête de petit gamin en fait, hein, une tête toute ronde là. Théo Curin a été amputé des 4 membres après une méningite foudroyante. Il n'avait que 6 ans. Aujourd'hui, les plus belles pages de son histoire restent à écrire. Pôle France Handisport de Vichy, il est 7 h du matin, et depuis quelques semaines, le rythme des entraînements s'est accéléré. Là, c'est bien quoi en termes de cadence, mais essaie de sentir que ça passe au bon endroit les appuis. Chaque seconde gagnée dans l'eau rapproche un peu plus Théo de son ambition paralympique. Les Jeux paralympiques, c'est un rêve et je m'imagine dans la finale et tout. Et ouais, y a des jours comme ça, même en cours, j'y pense. Et ouais, dès qu'on a un objectif, faut y penser et c'est comme ça qu'on ira voir. Bien sûr, il y a toujours les petits défis du quotidien à relever. Glisser la clé dans la serrure ou se brosser les cheveux. Beaucoup moins besoin de personnes pour m'aider. J'ai toujours besoin de petite aide le matin pour m'aider à mettre mes prothèses. Et c'est sûr que je prends beaucoup plus de choses en main, je vais dire, mais voilà. En 3 ans, le petit nageur s'est transformé en compétiteur. Chaque semaine, il s'impose 4 séances de musculation. Le podium paralympique est à ce prix. Comme j'ai pas les jambes pour faire des battements, il faut vraiment que je sois gainé au niveau du bassin. Donc là, on travaille sur cette marche pour essayer de monter en restant gainé. On est obligé de passer par ces épreuves, les entraînements tous les jours, 2 fois par jour, pour essayer de réaliser nos rêves. Ouais. Son courage, il le puise aussi dans le regard de sa famille. Son père se souvient, Théo revient de loin. 10 ans, il est tombé malade. Que j'ai appelé le pompier, qu'il avait 41. Et là, quand je le revois nager, je vois que ça s'améliore. C'est incroyable. Théo est le plus jeune des 6 nageurs de l'équipe de France qui s'illustrera à Rio. Son regard est fixé vers un possible podium. Pourquoi pas pour le 200 mètres nage libre. Les personnes en situation de handicap, comme tout un chacun, rêvent d'avoir une vie épanouie et cela passe par le fait d'avoir une sexualité. Par son côté intime, cet aspect a souvent été occulté du débat public et des lois. Mais le droit à une sexualité pour les handicapés a ses défenseurs bien décidés à faire entendre leur voix. Regardez ce couple. Un couple hors norme. Gilles, 30 ans, et Marcel, 61 ans. Lourdement handicapés. Ce jour-là, ils se retrouvent enfin seuls, en toute intimité, sans auxiliaire de vie, au bord de l'eau, près de leur maison en Alsace. Quand j'ai rencontré Marcel, je suis tombée amoureuse de lui et de son handicap. Si je prends Marcel, je prends aussi la vie qui va avec. On aime jouir de la vie, vraiment, et dans tous les sens du terme. Avant de rencontrer son mari, Gilles était prostitué. Un jour, Marcel l'a contacté pour un ami handicapé qui cherchait une assistante sexuelle. Une demande inhabituelle pour la jeune femme. Jusqu'ici, elle n'avait jamais été confrontée à cette réalité. Moi, je suis valide dans un monde de valides et j'ai absolument pas... Enfin, jusqu'alors, j'avais absolument pas conscience et connaissance de... Enfin, surtout conscience de ce que pouvait être... la non-sexualité, la non-sensualité d'une personne qui est enfermée dans son corps finalement, qui ne peut pas manger seule, s'habiller, se déshabiller seule et qui ne peut pas non plus se masturber seule. Aujourd'hui mariés, ils se battent pour la même cause. Briser ce tabou
et aider les handicapés à retrouver une vie sexuelle. Gilles et Marcel les mettent en relation avec des assistants qu'ils ont eux-mêmes formés. Une nécessité pour Marcel. Les expériences que j'ai eues avec les escort-girls ont été des fiascos. Elles étaient démunies devant le handicap, à tel point que j'en ai rencontré une qui, en me voyant, est repartie quasiment en courant. Il y a un temps d'écoute des deux côtés, hein. Mais il faut avoir de réelles capacités, de réelles compétences d'écoute. Savoir se mettre déjà avant tout à l'écoute de soi, mais à l'écoute de l'autre. Des prestations tarifées à 150 € de l'heure. En France, de tels services ne sont pas légaux et font même débat parmi les personnes handicapées. Pourtant, en moins de 2 ans, l'association APAS a reçu plus de 380 demandes de mise en relation. Il y a quand même une majorité de personnes qui a envie de passer un moment nu contre le corps d'une autre personne, homme ou femme, nu. J'ai jamais connu ça, j'aimerais connaître ce que c'est que d'être nu, enlacé l'un contre l'autre pendant un certain temps. Le but de l'accompagnement sexuel, c'est de valoriser ces personnes. C'est de redonner du sens. On peut avoir un handicap et avoir du désir, du plaisir. On essaye de leur apporter une certaine forme de normalité. Une normalité qui existe déjà depuis longtemps chez nos voisins européens. En Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique, l'accompagnement sexuel est légal et encadré. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite sur France 24.